Pour mettre les choses en perspective, à l'été 1993, j'obtiens mon bac et donc je dois me rendre en France, donc en métropole, pour suivre ma classe préparatoire au lycée Sainte-Geneviève, qui est un internat. Et à l'époque, elle se faisait en un an. Aujourd'hui, les classes préparatoires au CS sont en 2 ans, mais à l'époque c'était un an, donc c'était extrêmement dense. En l'occurrence, le programme de formation était littéralement infaisable. Bonjour, je m'appelle Anouar Hassoun et je vais vous parler de mon parcours de classe préparatoire et après la classe préparatoire. Dans les années 90, ça ne nous rajeunit pas. J'ai commencé en 93 par une classe préparatoire au lycée Sainte-Geneviève à Versailles, suite à quoi je suis rentré à HEC. J'y ai passé 3 ans et comme je considérais que j'avais une culture générale assez faible, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire Sciences Po en même temps? Et donc j'ai été diplômé d'HEC en 97 et de Sciences Po en 98. Et puis ensuite, comme je ne savais pas quoi faire, je me suis dit, bah tiens, je vais rentrer à l'école normale supérieure. J'ai passé le concours et donc je suis rentré à l'école normale supérieure où j'ai passé l'agrégation en 2000 et un DEA de macroéconomie en 2001. Et puis après ça, j'avais 2 choix. Le premier était de continuer dans la recherche, ce qui est la voie normale après normale sup, ou bien de me lancer dans une activité de recherche appliquée et non pas de recherche théorique. Et donc j'ai reçu une sollicitation de la part d'une agence de notation internationale qui s'appelle Standard & Poor's, qui m'a demandé, parce que je parlais arabe et parce que je venais du monde arabe, puisque je suis originaire du Maroc, de prendre en charge la notation financière d'un certain nombre d'entités au Moyen-Orient, Afrique du Nord, Golfe. Et là j'ai dit, banco, je vais faire ça, je vais quitter l'université et puis je vais me lancer dans la notation financière qui est ma carrière depuis 22 ans. J'ai grandi au Maroc et j'ai fait toute ma scolarité au lycée français de Rabat, puisque ma mère est française et mon père est marocain. Et pour nous autres, il y avait 2 trajectoires possibles. La première, c'était de rester au pays et de suivre un cursus universitaire marocain, ou bien d'aller se frotter aux exigences de l'enseignement supérieur européen. Et comme je suis né français, pour moi c'était naturel d'aller en France. Et là, mon frère est passé par la classe préparatoire Maths Sup Maths Spé, et donc pour moi, il était assez naturel de poursuivre sur ses pas, sur ses traces, mais faire des maths et de la physique toute la journée, c'était pas trop mon truc. Et par conséquent, j'ai choisi davantage la classe préparatoire qu'on appelle aujourd'hui ECS, qu'on appelait à l'époque classe préparatoire HEC, parce que, outre les maths, il y avait de la philo et de l'histoire, et ça j'aimais beaucoup. Et par conséquent, pour moi, la voie était particulièrement tracée, d'avoir à la fois des sciences dures et des sciences un peu moins dures, ensemble, dans un parcours d'exigence. L'idée, c'était de se dépasser et essayer de faire valoir une exigence d'excellence dans les meilleurs prépas et savoir quel était son niveau, pouvoir se dépasser et essayer d'intégrer une école de premier plan, ce qui maximise les chances de réussite par la suite. Voilà grosso modo quelle était la motivation première pour rejoindre la classe préparatoire de Sainte-Geneviève à Versailles. À l'époque, dans les années 90, ça peut sembler lointain, voire préhistorique pour un certain nombre d'entre vous, mais on prenait nos cours à la main, ce qui n'est pas une mauvaise chose, puisque vous savez que la main a une mémoire. Si vous écrivez votre cours, vous avez davantage de facilité à le retenir. On avait assez peu de polycopiés, hein, les professeurs écrivaient une partie de leur cours au tableau, le reste était dit ou dicté. Mais c'était plutôt une bonne chose. Alors la manière dont on communiquait entre nous, la spécificité d'une classe préparatoire où vous êtes tous internes, c'est qu'il suffit de taper, de cogner à la porte de votre voisin pour lui demander quelque chose ou lui offrir quelque chose. D'ailleurs, c'est toujours une logique de don et de contre-don, hein. Vous savez, la classe préparatoire, c'est une sorte de petit écosystème social. Et ce qu'on nous inculquait dans une classe préparatoire de jésuites, puisque c'est Sainte-Geneviève et c'est l'enseignement catholique en France, c'est la co-responsabilité. L'idée, c'est qu'on ne réussit pas seul. Le programme étant tellement dense,
qu'on est obligé de s'entraider. Et comment on s'entraidait? De deux façons. On s'échangeait effectivement des fiches ou des études de cas ou des bouts de cours. Et puis, certains d'entre nous avaient des facilités en langue et pouvaient soutenir un camarade, d'autres avaient des facilités en maths et pouvaient soutenir d'autres camarades. Et puis enfin, juste avant les concours, on partait dans des familles d'accueil. Donc certains parents d'élèves accueillaient 3 ou 4 étudiants préparationnaires pour préparer les concours ensemble, sans professeur, sans rien. Et donc là, l'idée, c'était de panacher les groupes avec des niveaux complémentaires, je dirais, avec une tête de groupe qui avait une probabilité de succès au concours assez élevée, et puis des élèves non pas en difficulté, puisque personne n'est en difficulté en classe préparatoire, ou quasiment personne, mais qui avaient un petit peu plus de mal dans telle ou telle matière. Et l'idée, c'était de faire un maximum de sujets de concours dans la perspective d'arriver le jour de concours totalement préparé, totalement sans stress et psychologiquement aguerri. Et force est de reconnaître que c'est ce qui s'est passé. En fait, on est arrivé le jour du concours, on n'était pas en panique, parce qu'on savait qu'on avait fait absolument le maximum pour se préparer correctement. Pour mettre les choses en perspective, à l'été 1993, j'obtiens mon bac, et donc je dois me rendre en France, donc en métropole, pour suivre ma classe préparatoire au lycée Sainte-Geneviève, qui est un internat. Les étudiants étrangers ne peuvent pas vraiment sortir de l'internat. Donc moi, j'ai passé un an enfermé sur le site de la classe préparatoire. Et à l'époque, elle se faisait en un an. Aujourd'hui, les classes préparatoires au CS sont en 2 ans. À l'époque, c'était un an, donc c'était extrêmement dense. En l'occurrence, le programme de formation était littéralement infaisable. Et donc, c'était un sprint et pas du tout un marathon. Ma fille est passée par le même stade. Elle a fait sa classe préparatoire au lycée Henri IV à Paris en 2 ans. Et pour elle, ça ressemblait davantage à un marathon entrecoupé de sprint. À mon époque, c'était à fond tout le temps, pied au plancher. Et grosso modo, le rythme, c'était 8h du matin, 23h. Et de manière extrêmement disciplinée, c'était quasiment militaire. Mais ça me correspondait plutôt pas mal, puisque j'ai un tempérament hyper rigoureux et hyper discipliné, j'ai pas peur du travail. Donc si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à poursuivre en classe préparatoire, ça vous permettra de savoir quelles sont vos limites. Et ça, c'est pas une mauvaise chose pour une carrière professionnelle par la suite. Moi, quand je suis arrivé en classe préparatoire HEC, aujourd'hui ECS à Sainte-Geneviève, l'objectif était clairement de rentrer dans l'une des 3 parisiennes, donc HEC, ESSEC et le SCP. Mais nos encadrants nous disaient ne vous limitez pas à ce choix-là, car il existe un peu partout en France des écoles qui proposent des spécialités qui ne sont pas forcément proposées par les parisiennes. Donc nous vous encourageons à viser d'autres écoles, notamment à Lyon, à Reims. À l'époque, il y avait toute une offre d'écoles de commerce qui était à notre disposition. En ce qui me concerne, moi j'ai choisi de passer les 3 parisiennes plus Lyon plus Écricom. Donc le concours Écricom, ce sont les écoles de commerce dites en région ou en province. Et donc j'ai passé tous ces concours-là à l'écrit. Donc ça me faisait un lot de plus de 10 écoles de commerce qui étaient visées à l'écrit. Alors ensuite, comme vous le savez, après la phase écrite du concours, vous recevez vos admissibilités. Moi j'étais admissible partout. Et donc là, il faut faire un choix parce qu'on ne peut pas se dédoubler. Et puis, comme vous le savez, l'oral, c'est un sprint. On ne peut pas s'épuiser, donc il faut faire des choix. Donc j'ai fait le choix des 3 parisiennes et de Lyon. Et j'ai laissé de côté les autres écoles de commerce qui étaient pour moi un peu moins importantes. Alors pour la petite anecdote, il m'est arrivé 2 choses. À l'oral de l'ESSEC, je me trompe de RER et donc j'actionne la sonnette du RER qui s'est arrêté. Et donc les autres passagers n'étaient pas très contents pour reprendre un RER dans l'autre sens. Et puis à Lyon, je n'ai pas pu y aller pour une raison très simple, c'est que j'en avais pas les moyens. Voilà, je n'ai pas pu aller à l'oral de Lyon parce que je n'avais pas les 800 francs à l'époque pour me rendre au concours par le train. Voilà. Et donc j'ai reçu une lettre de l'EM Lyon me disant que c'était scandaleux
et que je faisais preuve d'outrecuidance en n'ayant pas l'obligeance de me rendre aux oraux. Je n'ai pas osé lui répondre que je n'ai pas pu y aller faute de deniers. Mais vous savez, ça ne devrait pas vous arrêter, ce genre de considération. Faites-le, on verra après. Je suis les classements des écoles de commerce françaises, mais pas que des écoles de commerce, aussi des écoles d'ingénieurs qui sont de plus en plus, elles aussi, orientées vers la gestion et le business. Et ce que je suis dans les classements des écoles, c'est à la fois leur classement en France, leur classement en Europe et leur classement international. Pour deux raisons. La première, c'est que, comme je vous le disais, ma fille a choisi de marcher sur mes pas et donc de faire classe prépa. Elle est rentrée à HEC très bien. Et donc, il est important de savoir où se situe son école par rapport aux autres, notamment à l'international. La deuxième chose, c'est comme je vous le disais, je gère 3 entreprises et donc j'ai un certain nombre de recrutements à faire tous les ans ou tous les 2 ans. Et par conséquent, il est important pour moi de savoir où se situe le niveau d'exigence des unes par rapport aux autres, notamment dans un contexte euro-africain, puisqu'une grande partie de mes activités sont en Afrique. Voilà, donc pour moi c'est important, effectivement, de savoir si les écoles de commerce françaises sont toujours au top et si en France, l'une ou l'autre grappille des points. L'autre chose que je suis, c'est les fusions entre les écoles, parce que plus une école est grande, plus elle a de l'impact, plus elle fait de recherche, plus elle a la capacité à attirer des gens. Et ça m'intéresse beaucoup de savoir comment les écoles de commerce se regroupent et dans quelle perspective. Et la troisième chose qui m'intéresse, c'est de savoir si les écoles de commerce se spécialisent. Par exemple, à Bordeaux, il est bien évident qu'on va s'intéresser à l'industrie viticole et au tourisme. Dans le Nord, c'est évident qu'on va s'intéresser à l'industrie, notamment à l'industrie textile, mais aussi aux activités industrielles historiques de la région et à la transformation structurelle des économies locales. En dehors de mes amis d'enfance, qui pour moi sont sacrés, c'est une relation très fraternelle qu'on a ensemble. Mes meilleurs amis sont mes amis de classe prépa. Vous vivez ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant une année ou deux, et donc forcément après ça, vous les gardez. Surtout ceux d'entre eux qui jouent au foot comme moi. Venant du Maroc, forcément tout le monde joue au foot, même quand on n'a pas de pied, on joue au foot. Et donc forcément, en classe préparatoire, si vous avez l'adjonction de deux phénomènes, la promiscuité, la proximité d'une part et d'autre part une passion commune dans le sport ou l'art ou autre, ce sont des personnes que vous allez garder tout au long de votre vie. Alors, que sont devenues toutes ces personnes ? Force est de reconnaître que 100% d'entre eux ont bien réussi. Encore faut-il définir ce qu'est la réussite, mais en tout cas sur les attributs classiques et formels de la réussite, à savoir des postes à responsabilité, un package de rémunération intéressant, une situation sociale confortable, la réussite est là. Alors sur le terrain de la vie privée, comme vous le savez, c'est toujours très aléatoire ce genre de choses, ça dépend des rencontres qu'on a, mais en tout cas, oui, la probabilité de succès économique et social après une classe préparatoire est très élevée, reconnaissons-le. Oui, à l'époque, quand la classe préparatoire se faisait en un an pour les préparations HEC, on n'avait pas le temps d'avoir une année d'apprentissage du contenu et puis une année de préparation qui consistait à passer des sujets de concours tous les samedis. Donc moi je suis arrivé à Sainte-Geneviève tout début septembre, après les quelques jours d'intégration et les festivités d'usage. La deuxième semaine, on faisait déjà un sujet de concours. Alors, moi j'avais l'habitude d'avoir d'excellentes notes au lycée. Je reçois mes premières copies. J'avais des notes de 4, de 6, de 8, ça m'a absolument pas stressé, puisque, encore une fois, mon frère étant passé par là, si on vous le dit pas, c'est stressant, mais quand on vous le dit, ça l'est beaucoup moins. Et puis, de semaine en semaine, on passe de 4 à 5, puis de 5 à 6, puis de 6 à 7, et puis au mois de janvier, alléluia, un premier 10 sur 20 en mathématiques, et là, ça se fête, grassement d'ailleurs. Et puis ensuite, à partir de janvier jusqu'au mois de mai, ça n'est qu'une pêche au point, avec une habitude de rédaction, une habitude de pensée, une habitude de réflexion, une habitude d'organisation, et tout se met en place naturellement. Les premiers mois sont difficiles. Quand on sort du lycée et qu'on a l'habitude d'avoir un rythme
qui allie apprentissage, vie sociale, vie sportive, vie culturelle. Et quand on est en classe prépa où on travaille 12 heures par jour et qu'on a 4, ça peut être stressant. Il ne faut surtout pas stresser. Si on ne vous le dit pas, vous allez paniquer. Mais si on vous le dit que c'est normal de commencer bas et de finir haut, eh bien c'est fait. Écoutez, à l'époque, dans les années 90, on recevait nos résultats d'admissibilité par courrier, qui étaient envoyés à la fois aux étudiants dans leur famille, mais aussi à la classe préparatoire elle-même, et qui avait tendance à recevoir les informations avant nous, donc on savait à peu près où on était admissible. Et puis ensuite, on recevait aussi par courrier le planning des passages aux épreuves orales, les dates, les heures, et on devait se rendre sur le campus par nos moyens, sur les campus par nos moyens pour passer les épreuves orales. Alors ce qui est très intéressant en ce qui me concerne, je me souviens, c'était quelques jours avant mon anniversaire, au mois de juillet 1994, je reçois un coup de fil en fait chez mes grands-parents. Ils m'appellent chez mes grands-parents, HEC m'appelle chez mes grands-parents pour me dire que j'étais admis en me donnant mon rang. Et donc j'étais très content, voilà. Ça se faisait par téléphone à l'époque, il n'y avait pas d'internet et donc on ne pouvait rien faire en ligne puisque la ligne n'existait pas. Sans aucune hésitation, je recommande à tous ceux et celles qui nous écoutent de se lancer en classe préparatoire. Et pour 2 raisons. La première, vous saurez en classe préparatoire quelles sont vos limites. Et ça, c'est très très important. Les carrières professionnelles sont exigeantes, de plus en plus exigeantes. Elles sont polymorphes, elles prennent plusieurs formes. Elles supposent des compétences nombreuses et complémentaires. Et dans un environnement de classe préparatoire, vous avez cette opportunité de vous confronter assez tôt au niveau d'exigence qui sera le vôtre plus tard et de savoir où vous vous situez par rapport à ce niveau d'exigence. La deuxième chose, et ça, il faut vraiment écouter ce que je vous dis les amis. Si vous rentrez en classe préparatoire, vous ne pouvez pas échouer. Je m'explique. Si vous êtes sélectionné dans une classe préparatoire, c'est que vous êtes bon. Et par conséquent, ensuite, les écoles qui s'offrent à vous sont suffisamment nombreuses, suffisamment diversifiées pour que vous trouviez chaussures à votre pied. Alors, tout le monde n'ira pas à Polytechnique, tout le monde n'ira pas à l'ENS, tout le monde n'ira pas à HEC. Mais vous allez forcément trouver une école d'ingénieur ou une école de commerce ou une école vétérinaire qui vous convient. Et une fois que vous êtes en grande école, la probabilité que votre vie professionnelle soit riche, intense, complète, lucrative et, disons-le, fascinante, si vous avez un petit peu d'énergie, est très largement amplifiée par rapport à d'autres cursus. Voilà, donc à la question de savoir si je recommande la classe préparatoire à mes enfants, non seulement je recommande la classe préparatoire à mes enfants, mais je leur ai imposé. Pas vraiment imposé, j'ai fait en sorte pendant toute leur éducation que mentalement ils se préparent à cette perspective-là. Et pour finir, j'aimerais vous dire quelque chose, les amis. C'est pas d'autocensure. Si vous sentez que vous êtes appelé à des métiers de commandement, on appelle ça la gestion, le management, c'est du commandement. Appelons un chat, ne vous auto-censurez pas. Ne vous dites pas « non, c'est pas pour moi » ou « la prépa, c'est trop dur » ou tout ça, c'est de l'esbrouffe, de toute façon, toutes les trajectoires se valent. Oui, à la fin, on va tous mourir. Très bien. Mais dans le laps de temps qui nous est donné ici, à mon avis, le plus tôt est le mieux, de vous confronter à vous-même. Parce qu'en fait, la classe préparatoire, c'est un miroir. Il ne faut pas voir ça comme un challenge. On dit challenge aujourd'hui, le mot français, c'est défi. Il faut le voir comme un miroir. C'est-à-dire qu'à 19 ou 20 ans, vous vous regardez dans la glace et vous vous dites, voilà, de quoi est-ce que je suis capable? Et de toute façon, même si ça ne marche pas, encore que ça marche toujours, vous allez forcément intégrer une école. Pas forcément la première, pas forcément la deuxième, mais d'autres. Et gardez en tête une chose, les recruteurs, les employeurs,
Ils vont décortiquer votre CV. Et s'ils voient que vous avez eu le courage, le culot, l'abnégation de vous dire « Tiens, j'y vais, je le fais, advienne que pourra », forcément, ça vous donne un avantage comparatif par rapport aux autres. On aura identifié chez vous quelqu'un, quelqu'une, qui a suffisamment d'énergie pour se confronter à soi-même. Donc allez-y, n'hésitez pas, faites-le.